Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast après la pause pour les fêtes. Enfin, je dis pause, mais surtout après deux épisodes FAQ, un basket, l'autre plus musique, description de sport approximative ou encore fondant au chocolat. Retour de l'actualité NBA en ce début d'année. Alors déjà, bonne année à tous nos auditeurs et nos auditrices. On vous souhaite bien entendu le meilleur pour 2024. Et 2024 chez Dunk Hebdo, ça commence avec les deux équipes, on pourrait dire, allez, sensation du début de saison, à savoir donc les Wolves et le Thunder, qui d'ailleurs, depuis que le sujet a été choisi, passe un moins bon début d'année, on va dire ça comme ça. Et vous le voyez à la tête de Constant. Et justement, avant d'entrer dans les détails, il était forcément ravi à la base de parler de son équipe et peut-être un peu moins ravi de voir les deux dernières défaites. C'est Constant. Comment ça va, Constant? Ça va. Plus jamais de lobbying pour le Thunder, hein. Franchement, je me suis dit, on va pas vous spoiler les sujets parce qu'ils seront peut-être traités, mais Ben a dit on ferait peut-être tel sujet. Moi, dans la compte, j'ai fait, les gars, on parlerait peut-être pas un peu d'OKC. Allez, depuis, tu perds contre les Hawks et tu perds contre les Nets. Ça a bien joué. Vous voyez que je suis pas du tout biaisé. En plus, c'est bien, c'est que j'aurai un avis objectif concernant OKC. En équipe sensation, il y en a une quand même du côté de l'Indiana, Adrien. Une petite équipe sensation, petite équipe darling un peu. Voilà, plus darling, du on va côté dire du ça Michigan, comme ça. par contre. Ouais, dans le Michigan, c'est moins sensation. C'est sensation forte, mais dans l'autre sens. Monsieur là-dessus. Excusez-moi, les fans d'épisodes. Non, mais Début meilleur vœu à vous, 2024. meilleur vœu à vous, plein de bonnes choses et surtout la santé, qu'elle soit physique et mentale, parce que c'est important dans les deux cas. Effectivement, et donc de l'autre côté, vous l'avez entendu se marrer également. Il a l'avantage, lui, de supporter aucune équipe, donc il peut se régaler de nos changements d'humeur, justement, que ce soit positif ou négatif, selon comment ça se passe. C'est Madiane. Comment ça va, Madiane? Eh ben ça va, comme dit moi, j'observe tout ça avec toujours un grand sourire et beaucoup de second degré. Donc là, mais c'était plutôt agréable à analyser ces deux équipes. On va pas se mentir, c'est un podcast où il y a moins de choses à critiquer que d'habitude. Eh bien, effectivement, justement, hein, premier podcast de 2024. 2024 comme en 2023, Dunk Hebdo, que vous retrouvez un peu partout, vos plateformes de podcast favorites sur YouTube. Heureusement, je pense que je n'aurai pas de clip à intégrer cette semaine. Vous êtes donc les bienvenus, quoi qu'il arrive. Et donc, sans plus tarder, pause traditionnelle et c'est parti pour parler des Minnesota Timberwolves et de l'Oklahoma City Thunder. 2023-2024, saison de la guerre des tranchées à l'Ouest en NBA. On s'en doutait un peu, on en parlait à l'entame de la saison et cette première partie semble confirmer tout ça. Mais parmi cette mêlée générale actuellement en tête de la conférence Ouest, on retrouve deux équipes qu'on n'attendait pas forcément, alors pour plusieurs raisons qui peuvent être différentes. Alors il va aussi y avoir des parallèles à dégager, mais chacune a quand même son lot de particularités. Donc allons-y dans l'ordre, si ça vous va. Et commençons donc par les Minnesota Timberwolves, les Wolves qui sont actuellement premiers à l'Ouest, 25 victoires, 9 défaites, le meilleur defensive rating de la ligue au passage. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, même si je commence avec les stats, il est temps que je cède la parole pour les Wolves. Commençons avec toi, Madiane. Donc, alors, j'ai plus de souvenir de ton avis à l'époque du fameux transfert de Rudy Gobert. Je sais que cette idée était, disons que les avis étaient partagés autour de tout ça. Nous voilà peut-être dans cette deuxième saison à la concrétisation de cette idée. En tout cas, ça tourne mieux jusque-là. Qu'est-ce qu'on pense des Minnesota Timberwolves, Madiane? Ça tourne mieux, surtout, on n'avait pas vraiment eu l'idée. On avait vu une version altérée l'an dernier parce qu'il n'y a pas eu non plus un énorme échantillon. Il y a eu des playoffs où ça marchait pas, clairement, ça marchait pas. Et on se disait que c'était peut-être une connerie et que finalement ça ne marcherait pas. Ils ont trouvé la formule. Une formule qui me fait beaucoup penser au jazz, où tu fais marcher ton truc et tu le répètes match après match sans forcément varier selon les adversaires. Et surtout, en ne variant plus dans le match, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux bigs qui jouent dans cette équipe. Donc c'est pas Towns-Gobert, c'est tout le système de jeu, Towns, Gobert et Naz Reid, qui vient compléter à chaque fois les minutes où l'un ou l'autre ne sont pas là. Donc ils ont trouvé leur principe de jeu, ils ont trouvé leur façon de jouer. Je vais commencer d'abord par peut-être ce que j'aime beaucoup en défense, et comme d'hab, on a une encre Rudy Gobert et une équipe qui est très longue, et en fait qui contexte très bien les tirs. En fait, c'est une équipe avec pas que les deux grands qui sont longs, mais en fait l'ensemble de l'équipe qui est très longue. Et en fait, ils se servent de ça pour être très fort à la contestation des tirs, à sortir fort sur les shooters. Et évidemment, à l'intérieur, on a un Rudy Gobert qui fera, quoi qu'il arrive, en sorte que l'accès au cercle est très fortement protégé.
Et c'est ça qui fait leur grande force défensive. Et ils ont réussi à faire marcher ça avec un Towns qui, du coup, va souvent sortir sur les tireurs extérieurs et laisser Gobert s'occuper de la raquette. Je t'ai vu beaucoup acquiescer, Constant, sur la même chose. Commençons par cette défense, puis cette rotation des Timberwolves qui, pour l'instant, fonctionne très très bien. Oui, on était un peu, enfin moi personnellement, j'étais très pessimiste concernant le trade de Rudy Gobert. J'étais encore plus pessimiste après ce qui s'était passé l'an dernier. Même si, comme l'a dit Madiane, l'échantillon de saison régulière était très faible puisque Karl Anthony Towns a passé une grande partie de la saison blessé. Que finalement cette année, c'était un peu l'année où les Wolves se sont dit, allez, tant pis, on va profondément dans l'attaque, on va profondément dans jusqu'au bout de notre raisonnement, en fait, quoi qu'il en coûte. Et du coup, ils se sont dit, on prolonge Naz Reid et on reste sur ce schéma et on attend de voir ce que ça donne avec une saison complète. Force est de constater qu'ils ont eu raison de faire ça, que Chris Finch a su faire les adaptations et a su s'ajuster à ce groupe. Je pense Madiane a parlé de la défense. Alors évidemment, il y a Rudy Gobert qui est en train de faire une nouvelle saison calibre Defensive Player of the Year. Moi, ce que je trouve très intéressant du côté de ces Wolves, on en parlera peut-être un peu après, un peu plus dans le détail, mais c'est qu'ils ont 48 minutes de qualité supérieure sur le poste de pivot. C'est-à-dire que quand tu passes quand ta rotation au poste de pivot, c'est Karl Anthony Towns, Rudy Gobert et Naz Reid, et ben cette possibilité d'avoir un intérieur dominant ou un intérieur dans le registre, parce que Naz Reid n'est pas vraiment non plus le plus grand des intérieurs ou l'intérieur qui joue le plus justement à l'intérieur, et ben en fait ça peut t'aider à battre des équipes un peu plus faibles en régulière. Alors en playoff, on en parlera après, mais je suis un peu plus sceptique, mais c'est une de leurs qualités selon moi, c'est que il y a très peu d'équipes dans la NBA actuelle, je les ai pas toutes en tête, mais qui ont autant de qualité sur le poste de pivot pendant 48 minutes. Après, voilà, comme l'a dit Madiane, il y a beaucoup de longueur. Je trouve que on parle beaucoup de l'impact de Rudy Gobert et a raison, mais je pense que cette défense j'allais dire du Jazz, lapsus révélateur. Cette défense des Wolves, justement, si c'est la meilleure défense de la ligue, c'est parce que il n'y a pas que Rudy Gobert. On peut saluer l'exceptionnelle saison quand il n'est pas blessé de Jaden McDaniels, la très bonne saison d'un joueur comme Nickeil Alexander Walker, la très bonne saison, même défensivement, je trouve que Mike Conley est il est limité, on va dire, de par l'aspect physique, mais il arrive quand même à proposer des choses intéressantes. Anthony Edwards peut parfois prendre le meilleur attaquant adverse quand il y a des problèmes de blessure ou des problèmes de faute, donc je trouve ça intéressant aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui brille en défense collectivement. En attaque, il y a peut-être un peu plus de réserve, mais en tout cas, je conclurai en disant ça, c'est que pour moi, la différence entre justement le Jazz de Gobert et les Wolves de Gobert, c'est que tu as une défense beaucoup plus collective. Et là où du côté du Jazz, les extérieurs étaient parfois un peu indisciplinés sur certaines séquences, je trouve que du côté des Wolves, c'est beaucoup plus discipliné et il y a beaucoup plus de qualité, notamment sur les ailes pour défendre. Ouais, c'est ça, avant de te relancer sur l'attaque, évidemment, en Madiane, puisqu'on va passer de l'autre côté, j'en tape mon micro. Sur ce point des rotations, tu as cité Nickeil Alexander Walker, Constant, moi c'est ce que j'avais noté aussi, les deux line-up les plus utilisés du côté des Wolves. Donc la première, c'est évidemment celle avec Jaden McDaniels, donc Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Gobert, Karl Anthony Towns, qui est plutôt une bonne line-up, mais qui a seulement plus 2.2 de net rating à l'heure où on parle. Et quand Alexander Walker remplace Jaden McDaniels, là, ils ont un defensive rating à 100.8, donc un très bon defensive rating. Et là, un net rating qui explose, qui a plus de 10, pour donc 119 minutes quand même. C'est une line-up qu'on a beaucoup vue, notamment pour les blessures, comme tu le disais. Mais en tout cas, voilà, ça prouve que c'est une défense collective et qu'en interchangeant, parce que là, on n'a même pas cité Kyle Anderson, qui est aussi voilà, un excellent playmaker défensif. Donc voilà, ils ont vraiment du monde, même quand il y a Troy Brown Jr. qui rentre. À chaque fois, le joueur qui va venir intégrer la rotation, et puis bien sûr Naz Reid, va apporter des minutes de qualité, en tout cas de ce côté du terrain. De l'autre côté, c'est un peu plus compliqué, parce que je le disais, donc première défense, vous l'avez bien souligné. En attaque, on est 16e, selon Cleaning the Glass, Madiane. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on est un peu plus prudent par rapport aux Wolves quand on commence à projeter sur la suite de la saison et surtout sur la fin et les playoffs? En fait, ils font avec ce qu'ils ont comme matériel offensif. Quel est le plus grand attaquant de cette équipe? Est-ce que c'est Towns? Est-ce que c'est Edwards? Vous voyez que déjà, on parle pas non plus d'attaquants élites. Déjà, individuellement, les joueurs ne sont pas réputés pour être des grands attaquants. Mike Conley est un excellent playmaker. Il nous sort une saison qui
étant donné sa seniorité dans la ligue, moi m'étonne très positivement. Je m'attendais pas à ce que Mike Conley nous sorte une telle saison, mais bon, ça repose quand même sur, on va dire, du moyen plus et au niveau offensif, mais pas vraiment une élite offensive. Là où ils ont trouvé la solution avec du coup leur combinaison avec deux grands qui jouent en attaque, c'est que du coup, Rudy Gobert ne finit plus les actions, notamment au cercle sur pick and roll. Ce n'est plus son rôle. On va avoir des systèmes en fait de double écran où en fait Gobert va non pas aller vers le panier pour venir finir, mais va plutôt en fait soit en match-up favorable, soit en match-up pivot-pivot, venir se placer intelligemment pour empêcher l'autre pivot de venir en aide sur les drives. Et ça, c'est extrêmement intelligent de leur part. C'est que Gobert n'est pas un joueur très sûr avec ses mains. Donc, ça va être compliqué d'aller le trouver dans des passes difficiles, surtout quand il y a de grands dans ton attaque. Et en fait, c'est sa position sur le terrain qui fait que ça libère suffisamment d'espace pour permettre des paniers faciles. Et si c'est quelqu'un d'autre qui vient en aide, là, ils arrivent à trouver les tireurs derrière la ligne. Bon, c'est pas des pourcentages de réussite extrêmement élevés, mais c'est suffisamment sérieux pour poser une menace offensive qui leur permet avec combiné à leur défense, de gagner des matchs. Ouais, c'est ça, c'est la défense leur permet pas mal de choses, notamment. Constant, toi, tes réserves sur cette attaque, même s'il y a quelques bonnes idées, c'est vrai que le personnel t'oblige à parfois faire des choix qui sont plus compliqués, notamment dans la NBA 2024 où on voit des attaques assez dingues. Oui, je pense que c'est une question de personnel et c'est aussi une question de ce que tu tentes de mettre en place. Il y a effectivement des actions où Gobert est beaucoup moins finisseur, mais ce que je trouve intéressant dans l'attaque du Jazz, c'est que tu as beaucoup de situations Des Wolves. J'ai dit quoi, des Mavs? Du Jazz. Évidemment que tu as dit du Jazz. Mike Conley, Rudy Gobert. Évidemment que tu as dit le Jazz. Manque plus que Royce O'Neal, franchement. Non, excusez-moi, les fans des Wolves. Non, dans l'attaque des Wolves, je trouve que justement cette année, ce que tu n'as pas pu voir l'an dernier, tu as beaucoup de combinaisons entre Karl Anthony Towns, qui est le ball handler, et Rudy Gobert. Tu as beaucoup d'actions où c'est Karl Anthony Towns qui sert Rudy Gobert potentiellement pour un lob. On a vu que le duo Towns-Gobert était dans le top 5 des duos qui finissaient le plus de alley-oop ou qui se faisaient transmettaient le plus de alley-oop. Donc il y a une relation qui naît de ça. Je trouve que c'est une attaque qui est encore un peu trop dépendante en fait d'Anthony Edwards. C'est que même si Karl Anthony Towns fait une saison où il est à plus de 20 points de moyenne, où il est en 50, 40, 90, je trouve que l'attaque repose quand même beaucoup sur Anthony Edwards, son shotmaking et son playmaking. C'est-à-dire que tu as beaucoup de joueurs qui sont pas des finisseurs, mais tu as très peu de vrais créateurs de tirs dans cette équipe des Wolves. Tu as un McConley qui peut le faire potentiellement, mais Jaden McDaniels, on est beaucoup sur de la finition via du catch and shoot. Il y a assez peu de tirs de Jaden McDaniels qui sont pas assistés. Rudy Gobert, c'est pareil. Kyle Anderson, c'est un peu de connecteur, mais c'est pas vraiment de la création de tirs. Donc, dans des moments importants où l'attaque peut caler, notamment sur demi-terrain, tu t'en remets à la capacité de shotmaking, soit de Karl Anthony Towns, soit d'Anthony Edwards. Et le problème, c'est que autant Karl Anthony Towns est capable, mais n'est pas toujours fiable, ou n'est pas toujours présent sur le parquet, parce que parfois il peut faire une mauvaise performance, ou il peut avoir des problèmes de faute. Je trouve qu'Anthony Edwards, il y a encore ce petit hic dans son jeu offensif où c'est moi ma principale critique d'Anthony Edwards, c'est que je trouve que il prend trop de pull-up. Alors il est relativement efficace sur ses pull-up, mais on voit des séquences d'Anthony Edwards où quand il va près du cercle, c'est impossible de l'arrêter parce que le premier pas est trop rapide, parce que les capacités athlétiques sont trop fortes. Donc ça me pose un peu problème de voir que parfois il s'entête sur du jeu en pull-up, des pull-up à 3 points alors qu'ils peuvent tomber dedans, hein. On a le souvenir du match contre Boston, qui est vraiment en tout début de saison, qui était une grosse perf d'Edwards. Il y a des fins de match, qui sont un peu plus difficiles. Donc je trouve que c'est une attaque qui est encore beaucoup dépendante du niveau d'Anthony Edwards, qui est assez faible entre guillemets sur demi-terrain, qui a ses limitations. Nasri en attaque, faut que j'en parle, mais il apporte quand même beaucoup de belles choses. Mais voilà, si je devais résumer mon point, c'est que c'est une attaque moyenne qui profite beaucoup du fait qu'elle fait des stops défensifs pour avoir des points faciles en transition. Quand c'est de l'attaque demi-terrain et quand c'est de l'attaque placée, tu t'en mets beaucoup à la capacité de création d'Edwards. Et pour l'instant, on n'est pas à ce niveau-là
de capacité offensive d'Edwards pour en faire une très bonne attaque. Ouais, bah je vais donner quelques chiffres qui vont aller dans ce offensivement sens si tu m'en veux pas, Madiane. Je Ouais. te relance après, mais justement pour illustrer tout ce que Vas-y, tu viens de dire, vas-y. j'avais noté ça sur l'efficacité d'Anthony Edwards, comme on l'a dit, qui est voilà, le point central de leur attaque et qui risque de l'être d'autant plus quand on va passer sur une pace un peu plus lente en playoff. Bon, alors il est centième centile en usage, donc c'est bien la preuve que c'est lui qui doit, c'est lui qui doit y aller. Mais par contre, en termes d'efficacité, comme tu l'as dit, c'est 59e centile, donc meilleur que 59% de la ligue en efficiency EFG. C'est pas non plus terrible. Il est 34e à mi-distance. Donc, comme tu l'as dit, le mi-distance, c'est très compliqué. Là où il est 79e au cercle. Donc, justement, tu aurais envie qu'il y aille. Et à contrario, au cercle, là où parfois tu pourrais dire sur mi-terrain, tu as deux bigs, tu pourrais jouer. C'est là où Kat aussi a plus de mal. Je trouve que Karl Anthony Towns a du mal. Et je suis allé voir, vraiment, il est 19e centile par rapport à son poste, mais 19e centile auprès du cercle, au rim, comme c'est la qualification sur Cleaning the Glass, ce qui est vraiment pas terrible et qui, voilà, quand tu vas te retrouver dans des situations où tu es un peu plus coincé, entre guillemets, en termes d'attaque, tu vas pas pouvoir jouer ta transition grâce à ta bonne défense, etc. Voilà, forcément, ça amène quelques réserves. Je voulais illustrer avec quelques chiffres. Madiane, je t'en prie si tu voulais enchaîner. En fait, offensivement, c'est les limitations offensives que te pose un joueur qui est formidable défensivement, hein, mais comme Rudy Gobert, c'est que heureusement que Kat peut pique et peut sortir un peu parce que ça te permet de trouver des astuces en termes d'espacement au niveau de ta raquette et de tes drives. Mais en fait, tu auras toujours Rudy Gobert dans ta raquette. Donc, ça ferme quand même pas mal d'espace aussi à Edwards. Ça rend difficile aussi quand Rudy Gobert est près du cercle, bah, du coup, si Karl Anthony Towns il va au cercle, il y aura forcément des gros défenseurs. Alors, il tente d'ancrer Rudy Gobert, il tente des choses, mais l'aide, elle est quand même très vite trouvée, en fait, au cercle, quand le joueur ne peut pas s'écarter. Donc, forcément, ça limite tes accès au cercle, et ben, tes mi-distances, c'est aussi du choix par dépit, parce que tu choisis un peu ton poison, et oui, t'es meilleur au cercle, mais en fait, tu n'y vas que quand c'est libre, et c'est rarement libre. C'est ça. Heureusement pour eux, ils ont quand même les role-players. Tu d'accord. voulais y aller, Constant, je pense, mais les role-players qui sont efficaces, notamment leurs tirs à 3 points qui sont plutôt efficaces. Et voilà, un relais qui fait que leurs second units sont plutôt bons à ce niveau-là. Oui, bah, je voulais juste apporter une stat complémentaire à ce dont tu as parlé sur Anthony Edwards. C'est que si vous prenez, tu as parlé de l'EFG, si vous prenez l'EFG+, c'est le True Shooting Plus, mais sans les lancer. Moi, j'aime bien. Je préfère limite cette stat parce que je trouve que pour des joueurs pour des joueurs dont l'EFG est supérieur à la moyenne NBA, bah, ça veut pas dire grand-chose parce qu'ils sont efficaces sur leur jumper. Pour des joueurs qui sont moins efficaces que la moyenne NBA sur leur jumper, mais que le True Shooting Plus est plus efficace grâce au lancer, je me dis tiens, c'est intéressant, pour ne pas citer bien sûr Damien Lillard. Mais du coup, si on prend le FG d'Anthony Edwards, le FG plus d'Anthony Edwards, il est à 97. Donc il est 3 points moins efficace que la moyenne de la ligue sur ses jumpers, alors que il est à 38% à 3 points et qu'il est très efficace près du cercle. Donc c'est vraiment ces pull-ups à mi-distance qui sont frustrants. Après, pour ce qui est des role-players, moi je voulais en caser une petite parce qu'en plus, voilà, on en a parlé pas mal à OKC l'an dernier quand il était free agent. Et puis parce qu'il aime bien jouer contre OKC globalement, à chaque fois il met une pilule. C'est l'exceptionnelle saison de Nasrid. C'est que l'an dernier déjà, il s'était bien montré avec les Wolves. Il avait pas mal profité de l'absence de Karl Anthony Towns, pas forcément pour starter parce qu'il est il a débuté très peu de matchs l'an dernier. Par contre, pour avoir de belles minutes. Et en fait, avec l'arrivée avec l'arrivée de Towns, ou en tout cas avec une saison complète de Towns, tu pouvais te dire, bah en fait, il va se retrouver un peu bloqué derrière ces deux intérieurs. Bon, en fait, il joue plus que l'an dernier en termes de minutes par match, et a raison, parce que on est sur un joueur ultra efficace qui prend 50% de ses tirs à 3 points, qui les met à 40%. Et si vous regardez les ratings, quand vous regardez Nasrid lorsqu'il entre sur parquet et lorsqu'il n'est pas sur le parquet, on est sur des ratings positifs. C'est-à-dire que vous prenez le duo Anthony Edwards-Nasrid, ils jouent 500 minutes ensemble, ils sont à 12 de net rating, quand les deux sont sur le parquet en même temps, ce qui est très élevé. Donc je trouve que ouais, il y a de très bons joueurs. La petite signature, alors c'est pas forcément le joueur le plus marquant, mais la petite signature de Troy Brown Jr., qu'on avait vu sortir de nulle part, que je trouve pas inintéressante. Alors c'est pas lui qui a le plus grand temps de jeu, mais il est toujours là sur quelques matchs. Alors parfois il y a des matchs où il est moins présent, mais je trouve pas ça inutile, et puis ça apporte un peu de
de profondeur sur les ailes, notamment défensivement. Donc ouais, après voilà, Jaden McDaniels, moi je suis toujours très fan du profil, même si je suis un peu déçu de son manque de développement en attaque, mais ouais. Sinon, c'est très très solide derrière Anthony Edwards et Karl Anthony Towns en attaque, mais c'est surtout Naz Reid qui, pour moi, est avec Malik Monk les deux principaux candidats au titre de 6e homme de l'année, même si on s'en fiche un peu du 6e homme de l'année. Ce qui est super marrant avec Naz Reid, c'est que du coup, tu as 3 versions des Wolves légèrement différentes. Tu as la version classique Towns-Gobert qu'on a décrite. Tu as une version Towns-Reid qui ressemble pas mal à la version Towns-Gobert, mais en fait, c'est beaucoup joué sur des secondes units. Du coup, en fait, le net rating est encore plus élevé parce que forcément, en fait, déjà que les premières units, gérer de grands, c'est compliqué. Mais là, quand on commence à parler du banc et quand faut ouvrir les bancs, y a personne qui a 3 pivots. Donc, t'as très vite des match-ups très favorables. Du coup, l'offensive rating chute pas beaucoup. Mais par contre, le defensive rating augmente significativement. Du coup, ils sont bien mieux défensivement parce que les bancs n'arrivent pas à trouver la solution, logiquement. Et il y a la version Gobert-Reid qui, bon, offensivement, forcément, là, par contre, c'est beaucoup plus limité parce que t'as plus la capacité d'un Towns à te libérer un peu d'espace. Donc, forcément, il galère un peu plus offensivement. Par contre, défensivement, c'est un verrou absolu, pareil, sur des secondes unités et des équipes moins en place offensivement et des line-up qui du coup vont forcément galérer face à ces deux grands-là. Bah, preuve en est, de toute façon, avec les résultats en saison régulière. C'est vrai que c'est bien de terminer cette première page Wolves par un aspect positif, parce qu'on avait l'impression, à parler de l'attaque, on parlait beaucoup de leurs limites et que c'était compliqué. Ils sont quand même en tête de la conférence, donc ça va pour eux. Mais on aura probablement l'occasion de revenir sur tout ça et de voir les évolutions peut-être au fur et à mesure d'ici aux playoffs. Mais donc, on doit avancer. On a plusieurs équipes au menu du jour et après, on aura peut-être quelques parallèles à faire entre les deux. Mais la deuxième équipe au menu, c'est la deuxième équipe de l'Ouest. Donc forcément, on est cette fois à 23 victoires pour 11 défaites, même si donc il reste sur 2 défaites de suite. On en parlait en début de podcast, des défaites pas très reluisantes en plus, mais on les a quand même vu enchaîner de belles performances dans les dernières semaines, notamment contre les Wolves d'ailleurs, mais aussi les Nuggets, et puis l'équipe en tête de la ligue, les Boston Celtics. Donc évidemment, il en fallait pas beaucoup plus pour lancer l'enflammade générale autour de l'Oklahoma City Thunder. Chez dans la course au MVP, Chet au sommet de la course au rookie de l'année. Ça, c'est pas de l'enflammade, ça. Certains vont même jusqu'à qualifier le Thunder de contender pour le titre de cette saison. Ça, donc, oui, par contre. Évidemment, je fais appel à toi, à ta raison, tu l'as dit, ton objectivité, en tout cas, on va dire ta vision sur la longueur du projet Thunder. Quel premier bilan on tire de tout ça après environ 35 matchs donc d'Oklahoma City cette saison? Enflammade, pas enflammade? Non, pas enflammade. Pas enflammade, mais enflammade quand même, mais pas jusqu'à ce point. C'est-à-dire que l'enflammade a quand même ses modérations. C'est très agréable. Enfin, voilà, pour ceux qui écoutent les podcasts We Are Thunder, j'en ai parlé. C'est très agréable d'avoir une équipe où, voilà, quand on est fan d'une franchise, avant que la saison débute, tu te fais des scénarios. Tu te dis bon, ça va se passer à peu près comme ça, quoi. Et c'est très agréable de voir que tu te fais un scénario et en fait que l'équipe dépasse totalement tes attentes. C'est moins agréable quand c'est dans l'autre sens. On fait un coucou potentiellement aux fans des Lakers, potentiellement aux fans d'autres franchises NBA, peut-être les Suns aussi, on peut leur faire coucou. Mais on peut citer les Chicago, Grizzlies surtout, je pense qu'on peut leur faire un Ah, les Grizzlies, oui, les Grizzlies, c'est les Grizzlies de la Palme, t'as raison. Ouais, non, je pense que les Grizzlies, on peut leur faire un énorme coucou. Peut-être Détroit aussi, on pourrait leur faire un petit coucou. Mais bref, non, mais le début de saison du Thunder, ça dépasse tout ce que la fanbase avait imaginé. Enfin, bon, il y a les 2 défaites cracra contre les Hawks et les Nets, mais le 3 janvier, OKC était à une défaite du first seed de la conférence Ouest. Le 3 janvier. C'est irréel. Il y a effectivement beaucoup de facteurs qui contribuent à cette explosion du Thunder d'une année sur l'autre, hein, parce que l'an dernier, il y avait déjà eu un premier pas qui avait été franchi avec ses 40 victoires et 7 victoires lors du premier match du play-in, mais là, cette année, c'est sur une équipe qui est, pour moi, une équipe de play-off, et pas une équipe c'est pas une équipe contender, c'est pas une équipe de play-in, mais c'est une équipe de play-off, avec, menée par un joueur qui est dans la conversation MVP. On en parlera peut-être après, c'est pas le sujet de la vidéo, mais
il n'y a rien techniquement qui pourrait l'empêcher d'être MVP, hormis des joueurs plus forts en fait. Mais sinon, le dossier, il est checké de toutes parts. Donc voilà, tu as une équipe qui fait de grosses performances, et il y a surtout ce stretch qui a fait s'emballer un peu tout le monde, où tu mets une raclée à Minnesota à domicile, tu mets une raclée à Denver chez eux, et tu bats les Celtics. Bon, les Celtics qui ont quand même une sacrée marge de manœuvre et qui perdent que de 3 points, ce qui montre que le niveau de Boston est quand même indécent cette saison comparé au reste de la ligue. Mais voilà, je ne vais pas non plus faire 14 minutes sur le Thunder tout seul en monologue. Toujours est-il qu'on est sur une équipe qui dépasse les attentes, et alors que j'étais le premier à dire, notamment quand on avait fait l'épisode preview, est-ce qu'on en attendait un peu pas trop de cette équipe avant le début de saison, où je voyais des top 5, top 4 de certains analystes et insiders, force est de constater que pour l'instant, toutes les expectations, donc toutes les attentes ont été battues et franchies haut la main. Effectivement, voilà, cette première image de Constant, Diane, forcément, je vais donner la parole pour voir ce que toi tu retiens de ce début de saison avec voilà, tous les voyants qui sont au vert, comme tu le disais un peu, Constant. Si on prend toutes les différentes statistiques, si on prend les principales, hein, on est sur une top 5 attaque et 6e défense sur Cleaning the Glass. Donc vraiment, des équipes dont on parle normalement jusqu'au bout et qui devraient être bien positionnées. Madiane, toi, comment tu te places? Est-ce que tu fais partie des fervents supporters, disons maintenant, de l'enflammade OKC, ou pareil, tu restes un peu plus prudent? En fait, déjà, par rapport aux attentes en début de saison, moi j'étais pareil, pas dans l'enflammade en me disant que ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que il faut regarder quand même l'effectif d'OKC, hein. Le joueur le plus vieux, Oui. est-ce que tu l'es là, Constant? Oui, c'est Davis Bertans, il est de novembre 92. Voilà, il a 31 ans, le joueur le plus vieux. Leurs 5 majeurs, c'est 25 ans, 24 ans, 21 ans, 21 ans, 22 ans. Vous vous rendez compte enfin voilà, la jeunesse de l'effectif d'OKC, c'est pas un mythe, c'est vraiment le mec qui a lancé sa partie de NBA 2K, qui a pris que les meilleurs de la draft pour reconstruire. C'est pas censé marcher en réalité à ce point-là aussi bien, et ça marche, et je pense qu'il faut en être très heureux, mais normalement, généralement, faut un peu de mix, faut quelques vétérans, faut des gens qui expliquent aux jeunes comment marche la ligue, faut un peu d'encadrement. Là, ça marche, c'est excellent parce que ça leur permet de gagner beaucoup d'années dans leur plan de développement et de pouvoir passer assez rapidement à la suite des opérations, parce que le but quand même à la fin, c'est de gagner un titre, à mon avis. T'as pas fait tout ce processus pour juste être contender. Ce qui est très très bien, c'est que le pourcentage à 3 points, ils sont premiers de la ligue. Ils sont à 39,4% derrière l'arc, de plusieurs façons. Déjà, les drive and kick, ils sont les taux sur drive and kick. Ouais, mais voilà. Plus, en fait, ils combinent avec ça des transitions qui font extrêmement mal à tout le monde. C'est une équipe qui est à la fois forte offensivement et forte défensivement, et en fait, sa force défensive lui permet de nourrir sa force offensive sur les transitions. Il serait moins bon défensivement, je pense que l'attaque en pâtirait quand même pas mal, mais en fait, leur force défensive leur permet très vite de lancer des contre-attaques, et comme c'est une équipe jeune, forcément, ça va très très vite à ce niveau-là, et ça pose des énormes problèmes. Sur la défense, forcément, il faut en parler, hein. L'accès au cercle, on a quand même un rookie qui a considérablement augmenté la défense au cercle de l'équipe, et qui forcément fait passer l'équipe d'une défense qui était, sans vouloir la dénigrer, moyenne. T'es dans le milieu du paquet l'an dernier en rating. Ouais, c'était ça. Et puis là, c'est une top 5 défense de la ligue. Donc la défense, voilà, elle était 13e avec 113.2 l'an dernier. Et puis là, effectivement, elle est dans le top 5 de la ligue, top 6 en fonction de quand tu fais les stats, parce que il y a des matchs qui font pas bien récemment. mais voilà, c'est en tout cas, voilà. En tout cas, c'est top. Et puis moi, j'aimerais souligner par exemple un Josh Giddey que j'attendais pas à ce niveau-là cette saison. Oula, oulala. Oh, la fanbase du Thunder là va pas être contente de ce que tu dis. La fanbase du Thunder va pas être contente, mais tu la représentes fièrement. Mais en tout cas, oui. Enfin, tu te dis que forcément ce sera compliqué, parce que là, t'avais quand même une intégration de Chet à faire, et tu
as pas pu l'utiliser l'an dernier à cause de sa fracture au pied. Et là, tout roule et les feux sont plutôt au vert au sein de la franchise OKC. Donc maintenant, moi, j'attends en fait que l'étape d'après, ils ne sont pas contenders évidemment, mais maintenant, c'est comment ça va évoluer sur cette base-là qui est très prometteuse. On va pouvoir On a passer répondu à la question avant même qu'elle soit posée. oui, doucement, c'est vrai, n'allons pas trop vite en besogne, mais on va aussi pouvoir faire chaque petit cas individuel, enfin un petit peu rapidement, hein, forcément, Constant, mais juste la dernière chose sur le collectif que moi j'avais noté, dont vous n'avez pas parlé, c'est une équipe qui est propre, puisqu'ils font très peu de pertes de balles. Et ça paraît très bête, mais au basket, c'est très pratique de ne pas perdre la balle. Et ils sont à la fois d'ailleurs premiers en turnover, parce que justement j'avais la stat en turnover % en attaque, donc du coup ils perdent peu la balle, et en défense également, et on va pouvoir en parler sur... C'est eux qui en provoquent le plus. Exactement. Et justement, le premier individu que je veux mettre en exergue, c'est forcément Monsieur Shai Gilgeous-Alexander, qui est, parce que ça c'est la stat la plus dingue, en interception, en chiffre brut par match, Shai Gilgeous-Alexander a 80 steals pour l'instant cette saison. Le deuxième, Matisse Thybulle, est à 56. La marge est dingue. Et il est aussi leader en deflections, donc les balles qu'il a envoyées, mais qu'il n'a pas forcément interceptées derrière. Et aussi le loose balls recovered, qui est l'autre stat dans le hustle, ils appellent ça comme ça dans les stats, donc vraiment qui se donne en défense et qui est le premier rempart, j'ai envie de dire, finalement, de cette équipe qui, même si, comme tu l'as dit, Madiane, il y a aussi derrière un Chet, on pourra y revenir, qui est là pour contester tout un tas de tirs. Constant, Shai, il régale pour l'instant. C'est ça aussi, le début de tout ça. Il régale, mais je mettrais mon petit bémol sur les interceptions parce que je trouve que je vois des trucs passer sur des paris. Shai. Je me dis bon, je fais pas des non pas des paris, mais je vois des takes sur Shai parfois. Je me dis calmez-vous. C'est pas le meilleur two-way de la ligue. Hein, on se calme. C'est pas un joueur calibre all defensive. Oui, en two-way non, all defensive oui, Caruso. Ouais. Oui. Non, mais après, sinon, non, je trouve que, enfin, voilà, on est sur une saison calibre MVP, j'ai déjà dit, mais ce dont vous avez parlé, le fait que OKC est une équipe qui provoque beaucoup de pertes de balles, c'était déjà un truc qui était présent l'an dernier, parce que tu avais Jalen Williams en pivot, et du coup, Mark Daigneault, il faut saluer le travail de Mark Daigneault qui fait un taf démentiel. Si cette équipe tourne bien avec que des joueurs aussi jeunes, c'est aussi parce que tu as Mark Daigneault qui est là pour cadrer. Même si parfois il nous fait des rotations à 13 en une mi-temps, on se dit bon, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais sinon Shai fait une excellente saison. C'est juste sur les interceptions, il se Russell Westbrook un peu sur les derniers matchs où c'est vraiment il joue le style, quitte à se mettre hors de position, et du coup c'est les autres qui doivent un peu commit ou qui doivent un peu réduire l'écart qui a été créé. Mais sinon non, c'est un je sais pas, voilà, je j'ai pas les classements sous les yeux, mais offensivement, on est sur un monstre. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas de tir à 3 points, mais en termes d'efficacité, il est quasiment, si on prend encore une fois l'effectif field goal, il est quasi aussi efficace, je vais y arriver, que Stephen Curry ou que De'Aaron Fox, alors qu'il prend pas de 3 points. Ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, on est sur un joueur qui fait une saison où l'an dernier, il a été All-NBA First Team, il a trouvé le moyen d'être encore meilleur cette année. Donc il sera probablement l'NBA First Team aussi cette année, mais je trouve qu'il a progressé dans déjà son mi-distance est létal, même s'il est dans un shooting slump là depuis quelques matchs, et puis surtout il prend de plus en plus de place et de responsabilité dans le playmaking. C'est peut-être lié aussi au fait que tu as de plus en plus de shooters au OKC, donc les drive and kick sont de plus en plus efficaces, donc ce volume à la passe augmente. Mais je trouve qu'il y a des lectures de Shai qui sont bien meilleures que celles qu'il y avait l'an dernier. Je trouve qu'il gère beaucoup mieux les double teams, notamment, qui était un de ses points faibles l'an dernier. Donc voilà, pas grand chose à dire, que du positif sur Shai. Voilà, il est top 5, top 3 du MVP, vous classez comme vous voulez, mais c'est en grande partie lié à lui, cette excellente saison du Thunder. Et un dernier point que je voudrais souligner avant de vous laisser la parole, c'est le côté leadership de Shai qui m'a toujours impressionné déjà l'an dernier. Et cette année, je trouve que il y a très peu de matchs où tu peux lui reprocher quelque chose. Alors, il y a des bons et des moins bons matchs, et dans l'attitude, c'est difficile et il est très souvent irréprochable. Ouais, on peut faire un free flow des individus après des deuxièmes couteaux, mais quand même il y a le cas de Chet qu'il faut aborder. Madiane, je vais te relancer dessus, tu l'as évoqué rapidement. Chet qui arrive donc en tant que rookie redshirt un peu si on veut, après voilà une saison où il n'a pas pu jouer l'année dernière suite à sa blessure. Rookie. C'est comme Donovan Mitchell et Ben Simmons.
Mais bien sûr, rookie. mais Rookie. qui bénéficie forcément d'avoir passé un an dans les infrastructures d'une équipe NBA et d'avoir pu découvrir ça. Et c'est pas du tout pour faire baisser sa cote pour le rookie de l'année, c'est loin de là mon intention, mais c'est juste pour dire que c'est quelque chose qui peut Après, être utile. pendant 8 mois, il a tiré des lancers francs avec une jambe dans le plat quand même. Enfin, sur une attelle, hein, donc bon. Oui, non, mais on est bien d'accord. Il Il est a pas rookie, ne vous bénéficié de inquiétez pas grand-chose. là-dessus. Mais justement, un rookie où il y avait peut-être certaines appréhensions sur son profil, comme un peu comme Victor, un peu sur les mêmes choses, et qui finalement, donc on l'a dit rapidement, Madiane, qui est très présent, en tout cas pour la défense globale, parce que j'allais dire la défense au cercle, mais pas seulement, puisque au total, en nombre de tirs contestés de la ligue, il y a Brook Lopez qui est devant tout le monde. Et juste derrière, c'est Chet, comme Chet Holmgren qui est présent, donc qui est là, bien sûr, pour cette défense. Et de l'autre côté du terrain, il y avait aussi, parfois on le repeignait, Constant, je sais que ça te faisait marrer de temps en temps, comme simple finisseur. Et ce n'est pas que ça. Chet, c'est pas juste un finisseur qui n'a pas besoin d'être assisté. Il est 51e centile, alors parmi évidemment les pivots, vu son poste, mais 51e centile, c'est-à-dire au milieu en pourcentage de ses paniers qui viennent d'une passe décisive, donc pourcentage assisted. Donc il est tout autant capable de créer son shoot que de finir des actions. Donc vraiment un profil qui apporte beaucoup de choses à The Thunder. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait la bascule entre la saison dernière et cette saison. Je ne sais pas si Madiane, tu veux me parler un peu de Chet. Oui, c'est le facteur X. Alors, comme dit, la défense, c'est pas ce qui surprend le plus toujours dans dans ces profils. On se dit toujours que c'est là où ça va s'adapter le plus vite possible parce que c'est souvent des joueurs qui sont disciplinés quand ils arrivent dans la grande ligue. Et forcément, quand c'est un facteur de taille, contestation, intelligence défensive, on se dit que ça se transpose plutôt bien à la NBA. C'est offensivement où là, je suis agréablement surpris. C'est qu'au-delà du fait que évidemment il bénéficie de la création autour de lui et qui est de bonne qualité, donc ça l'aide beaucoup. Et du fait qu'il y ait du danger autour, moi c'est son efficacité. C'est avoir un tel niveau d'efficacité parce que du coup au pourcentage au tir réel, il est pas loin des 62%. Donc on a quand même un joueur qui est efficace offensivement, qui défensivement ne fait pas d'erreur. C'est exactement ce que t'espérais. C'est si Constant, on t'avait projeté au moment de sa draft en disant l'année 1 idéale d'un Chet, donc sans la blessure évidemment, l'année 1 idéale, c'est il t'apporte de la défense et il transpose parfaitement ses qualités défensives, et offensivement, il est pas à la ramasse et au contraire, il arrive à transposer également. Et c'est offensivement, moi je m'attendais pas à ce qu'il transpose, il transpose parfaitement toutes les bonnes choses que j'entendais sur lui avant sa draft, et franchement c'est le parfait fit finalement. Il faut pas drafter au fit, mais là OKC, ben ça tombe bien, c'était le meilleur joueur possible et c'est le meilleur fit. C'était le joueur rêvé de Sam Presti, enfin c'était le pivot rêvé pour Sam Presti. C'est dans le style de jeu du Thunder avec 5 joueurs qui peuvent porter la balle et qui du coup peuvent apporter du danger, parce que tu as des situations, on l'a vu notamment contre les Wolves, où en fait c'est Chet Holmgren qui est le porteur de balle avec Cason Wallace qui pose des écrans. Bah, ça crée des décalages énormes et en fait c'est totalement imprévisible et très difficile à défendre, même pour la raquette des Wolves. Chet, après, bon, moi, là, on est dans la subjectivité de la subjectivité, parce que je pense que on est peut-être déjà sur mon joueur favori en NBA, sachant que j'ai jamais considéré un joueur comme Shea comme mon joueur favori. C'est-à-dire que il y a eu Paul George sur son passage à OKC, et après il y a eu 4 ans où il y avait des joueurs que j'appréciais, mais là il y a Chet Holmgren. C'était vraiment enfin, pour moi, il coche toutes les cases de ce que j'apprécie en tant que joueur. Et après, si on parle de son apport dans le Thunder, dans cette équipe du Thunder, bah oui, c'est une encre défensive. C'est-à-dire que c'est clair que c'est mieux d'avoir Chet Holmgren que Jalen Williams en pivot. Ça aide un petit peu pour la protection de cercle, mais je vous ai trouvé une stat, c'est que sur les tirs à less than 6 feet, donc les tirs défendus près du cercle, les attaquants adverses sont à 52% de réussite quand Chet Holmgren est le défenseur le plus proche. On est sur du Anthony Davis level à peu près cette saison, hein, en termes d'efficacité près du cercle des adversaires. Il est moins dissuasif que certains joueurs, notamment Victor, mais même des joueurs comme Gobert, comme Anthony Davis, c'est-à-dire que les joueurs vont quand même attaquer le cercle quand Chet Holmgren est présent, mais sont pas toujours très efficaces. Il est enfin c'est un contreur de génie, c'est-à-dire que il faut pas avoir peur des mots, c'est qu'au niveau des timings et au niveau de
comment on pourrait dire, des fondamentaux, je trouve exceptionnel. C'est pas celui qui saute le plus haut, c'est pas le plus athlétique. Par contre, il est toujours très bien timé, il sait toujours faire de très bonnes choses sur ses contres, notamment le match contre Denver, pas celui qui a eu lieu il y a 10 jours, mais celui où il fait 9 contres, enfin 8 contres, mais 9 si ça avait été les compteurs de table de marque de Jaren Jackson Jr. Mais sinon, non, je le trouve très fort. Et après, en attaque, franchement, pour rejoindre ce que tu as dit, Madiane, je trouve que il a, en fait, le plafond pour nous de Chet Holmgren en termes de scoring, c'était 17-18 points. C'est ce qu'il fait en saison rookie. En étant en 50, 39, 83, donc oui, un peu plus même de 50%. Il fait rien d'extraordinaire. En fait, il y a quelques séquences où tu le vois faire un fadeaway, il y a quelques séquences où il drive, mais il va dans ses spots, il prend les tirs, il prend toujours les mêmes tirs, et en fait, ça fonctionne. Et ce que je trouve intéressant, c'est que oui, Chet Holmgren, défensivement, c'est une encre, mais offensivement, le tir à 3 points, il prend quasiment que des bons tirs, en fait. Oui. Beaucoup de tirs, justement, qui sont en catch and shoot. Il y a assez peu de pull-up, notamment à 3 points. Par contre, près du cercle, il a un toucher qui est exceptionnel. Et je pense que, j'en avais parlé notamment sur les previews, c'est que... Pardon, excusez-moi, je suis vraiment... j'ai la voix en ouais, mais on en avait parlé quand on avait fait les previews, c'est que, pour moi, une des qualités de Chet les plus sous-estimées, c'était son efficacité près du cercle. À Gonzaga, il était à 88% de réussite sur les tirs près du cercle. C'est n'importe quoi. Même pour un joueur aussi dominant physiquement. Et ça se retranscrit en NBA où tu vois qu'il a un vrai toucher. Donc, voilà, je le trouve très bon défensivement. Attention quand même. Là, il est sur une période où c'est un peu plus dur physiquement, où les équipes l'emmènent un peu plus au large. Du coup, il pèse moins défensivement sur la raquette. Mais un point, et je conclurai sur ça en disant que nous sommes le 6 janvier et Chet Holmgren a joué 34 des 34 matchs du Thunder cette saison. Bon, du coup, je vous laisse le choix. Est-ce que vous avez envie de souligner d'autres individualités ici et là quand même, parce qu'il y a quelques joueurs qui font une bonne saison. Est-ce qu'on passe tout de suite aux limites qui font un peu peur, un peu comme Minnesota, qui font qu'on n'a pas envie tout de suite de parler de contender? Madiane, vas-y. Il y a quelque chose qui me... Si on peut parler du coup au global, l'effectif et comment il est construit, moi, si j'ai d'un point de vue... j'ai vu moins de matchs que toi, Constant, forcément, d'un point de vue un peu plus externe à l'équipe. Moi, c'est le playmaking en deuxième rotation qui me chiffonne un peu. Je vois qu'on tente du Micic. Je vois qu'on a parlé de Josh Giddey, du coup, en sortie de banc. J'ai l'impression que on cherche encore un peu ce playmaker en sortie de banc et cette efficacité au niveau du banc, c'est-à-dire que le 5 majeur, enfin vraiment, il dépote, il n'y a pas de souci. Ils ont une énorme profondeur d'effectif, c'est-à-dire qu'on peut aller loin dans les joueurs. C'est des joueurs référencés, c'est des joueurs que tu peux développer. Je pense que tu pourras pas tous les développer. Attention à ce niveau, mais du coup, il y a une très belle qualité d'effectif, mais elle est profonde, mais en termes de qualité, il y a beaucoup de bancs qui me font peur en NBA en face de ça, et je me dis que c'est peut-être l'un des prochains axes d'amélioration, c'est choisir qui tu développes, voir ce que tu fais. Il y a eu la tentative, enfin, elle est toujours en cours avec Micic qui s'était blessé du coup à l'épaule, et du coup, là, n'a joué que 14 matchs, ou bon... C'est pas blessure, hein, c'est décision de Mark Budenholzer. Hein. Non, mais il se blesse en pré-saison fin août, je crois. C'est avant le training camp, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est avant le training camp. Du coup, là, c'est pas ça, clairement. Du coup, sur les 14 matchs qu'il a joué, c'est l'apport est pas archi convaincant. Alors peut-être qu'il s'adaptera, mais du coup, a priori, le pari part pas dans le bon sens. Donc ouais, il y a une vraie question autour de trouver un organisateur de jeu et de la qualité de niveau banc NBA supérieur, où là, j'ai l'impression que c'est si je dois pointer une flébèche, je la pointerai là pour l'instant, parce que sur le reste, l'effectif est plutôt même idéal en ce moment. Ouais, je suis pas complètement d'accord avec ça. Ouais, non, je suis pas complètement d'accord avec ça. Je trouve que sur cette notion de développement, en fait, t'as beaucoup de joueurs prêts dans la rotation. C'est que un joueur comme Cason Wallace, il a été drafté, il fait très peu d'erreurs, alors que c'est un rookie. Les séquences qui fonctionnent le plus, en fait, c'est les séquences avec Shea, Lou Dort et le banc.
C'est toutes les fins de première quart-temps, Shea joue. Enfin, les minutes de Shea sont calculées à la seconde près, quasiment match après match. C'est quasiment les mêmes. Il joue l'intégralité du premier quart-temps, l'intégralité du troisième quart-temps. Et là où Mark Daigneault a un peu plus tâtonné, justement, c'est sur les minutes, le début du second quart-temps et le début du quatrième quart-temps, qui sont les minutes sans Shea, où il faut un autre joueur. Au début de saison, c'était Josh Giddey, et puis on s'est rendu compte que ça marchait pas des masses. Donc depuis, 2-3 semaines, c'est Jalen Williams, J-Dub de Santa Clara, on salue Alan Guillou, qui est le principal organisateur. Et c'est là où il y a plus de limites. Je trouve que Mark Daigneault a tenté parfois d'avoir un J-Dub tout seul, parfois de l'associer avec Micic. Micic, effectivement, c'est décevant en termes d'apport individuel, mais dans ce qu'il est capable de créer dans le jeu de passe, c'est intéressant. C'est juste dommage qu'il soit à 0 sur 4000 au niveau des tirs, mais non, je plaisante, mais qu'il soit très peu efficace dans son scoring individuel, parce que sans ça, je pense que ça pourrait avoir plus de minutes. Il est en dessous de 30% au tir. Ah oui, non, mais c'est pas veut pas pas. bon ce que propose Micic individuellement. Mais ensuite, non, c'est vraiment, pour moi, c'est ces séquences avec Jalen Williams où tu es très dépendant. En fait, je l'ai déjà dit, mais pour moi, le facteur X de cette équipe, c'est Jalen Williams. C'est-à-dire que quand Jalen Williams est dans un bon soir, le Thunder peut regarder beaucoup d'équipes dans les yeux. Quand Jalen Williams n'est pas dans un bon soir, tu manques d'un apport enfin, tu manques d'un deuxième joueur en termes d'apport au scoring derrière chez Gilgeous-Alexander, parce que Chet Holmgren peut pas encore le faire. Il y a certains matchs où il a été capable de le faire, mais pas encore. Josh Giddey, sa saison est quand même assez difficile et il pose plein de problèmes. On pourra en parler, ça, quand on parlera des limitations qui font que le Thunder n'est pas un contender. Mais voilà, je trouve que ça manque pour l'instant d'une deuxième option fiable, ce que doit devenir Jalen Williams, mais ce qui ne devient pas encore complètement. Ouais, moi j'aurais pensé plutôt un apport externe et pas attendre forcément Jalen Williams, parce que pour moi t'as jamais trop de playmaking et de joueurs justement capables de t'apporter et de prendre en main l'équipe à certains moments, mais ça peut être ça du playmaking, ou en fait peut-être il faudrait juste un gros scoreur capable de prendre des tirs et de se créer son tir de manière individuelle par séquence. Ça pourrait être ça la solution finalement. Mais là, on parle de compléter, c'est ce que tu disais, c'est deux petits trous. Hein. Là, on chipote sur une très bonne saison d'OKC, donc c'est moi, si je devais pointer une faiblesse, c'est vrai que je suis pas convaincu par le banc au global et par évidemment ma Micic, c'est compliqué, donc forcément comme t'as raté ton pari, tu te retrouves un peu à découvert à ce niveau-là. Je suis pas trop d'accord avec ça, parce que t'as quand même Kayson Wallace, t'as Isaiah Joe qui fait une superbe saison. Oui, Isaiah Joe super. T'as Aaron Wiggins qui montre de bonnes choses. Enfin, Kayson Wallace, c'est quand même le joueur qui a le plus grand taux de réussite dans les corners. Ça, c'est incroyable pour un mec on avait des questions sur son tir à 3 points. C'est vraiment ce côté, pour moi, deuxième scoreur, mais qui est pas forcément issu du banc. C'est plus vraiment le titulaire qui doit step up quand chez Gilgeous-Alexander est sur le banc. C'est plus ça, moi, qui me pose problème. Ouais, votre discussion m'amuse un peu, parce que justement ça rejoint ce que j'avais noté, et on en avait parlé, je crois que c'est toi, Madiane, qui en a parlé un peu en début du podcast. C'est justement pour moi la faiblesse d'Oklahoma City, mais le risque, c'est d'un peu de vouloir mettre la charrue avant les bœufs maintenant. Parce que justement, c'est super, cette saison-là te permet de gagner du temps en fait sur ta construction. Le fait que Chet soit déjà à ce niveau-là, comme tu l'as dit, Constant, qu'il y ait beaucoup de joueurs peut-être plus prêts qu'attendus, finalement, c'est une super nouvelle. Ça te permet d'être déjà plus fort qu'attendu. Maintenant, il faut surtout pas faire l'erreur de la panique. Maintenant, la question se pose, comme vous disiez, qu'une question un peu stratégique de où est-ce que tu comptes tes faiblesses, en interne, en externe ou pas. C'est quelque chose où il va falloir faire attention. Mais après, hormis la jeunesse évidemment de l'effectif, d'ailleurs tu m'as grillé un peu, Madiane, parce que je voulais poser la question du joueur avec le plus de matchs de play-off de l'effectif du Thunder, et c'est une nouvelle fois David Bertans, bien entendu. C'est Bertans. C'est Bertans, c'est 45 matchs de play-off dans sa carrière, mais voilà, hormis cette histoire de jeunesse, si on regarde le reste sur l'attaque par exemple d'OKC, moi je la trouve extraordinaire et surtout applicable en play-off, parce que alors certes, si on prend le fameux local efficiency field goal, donc si ils sont en sur-réussite, je vais dire ça comme ça, je vais aller faire rapidement. Oklahoma City réussit beaucoup ses tirs, mais en fait ils sont capables de faire plein de choses, c'est-à-dire que les role-players mettent leurs 3 points, ils sont très efficaces, et ils ont quelques joueurs, bon Shea évidemment, mais Chet aussi, qui sont très efficaces à mi-distance dans des
des contextes, comme on le disait un peu plus tôt avec les Wolves, qui peuvent arriver plus souvent en playoff. Donc, je la trouve très mature, en fait, cette équipe d'Oklahoma City. Maintenant, la question est de savoir si on veut on peut aller plus vite que la musique ou pas. Il va falloir aussi prendre de l'expérience, y aller doucement. Et si jamais, comme tu le disais souvent, Constant, je te laisserai le dernier mot autour des limites du Thunder avant qu'on passe sur quelque chose d'un peu plus global entre ces deux équipes. Même si, effectivement, si tu as défaite ou autre dans ces playoffs, il ne faudra pas non plus être trop déçu. Ça va faire encore partie. Il y a de l'apprentissage encore à avoir du côté d'Oklahoma City. Oui, le Thunder n'est pas. Le Thunder ne vise pas le titre cette saison. Hein. Faut pas déconner quand même. Non, je trouve que effectivement, OKC a un très gros pourcentage de réussite à 3 points. Il faut quand même le souligner parce que voilà, c'est aussi. C'est souvent un point qu'on soulignait l'an dernier sur les Kings, sur les Knicks. Pourquoi il y a des équipes surprises? Parce qu'il n'y a aucune blessure majeure du côté du Thunder cette saison. Dans le 5 majeur, personne s'est blessé. Enfin, voilà, il y a Shea a loupé un match, Chet a joué tous les matchs, Josh Giddey a loupé un match. Il me semble que Jalen Williams doit en louper 3 et Lou Dort il doit en louper 3 aussi. Donc, quand l'intégralité de ton starting five va jouer peut-être 67 matchs ou je sais pas, là, au moment où je dis ça, il va y avoir le Dunk Dockers où il y en a un qui va se blesser pour 3 semaines. Non, mais je trouve que les limitations du Thunder, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas l'expérience, mais parce que j'ai toujours des réticences sur ça. Je trouve qu'on valorise beaucoup ce côté, enfin, on survalorise un peu beaucoup l'expérience, qui est souvent un prétexte, l'inexpérience pour pointer certains défauts dans le jeu. Je m'explique, quand les Cavs se font taper l'an dernier par monsieur les Knicks, on dit il y a New York, il y a cette quote de Jarrett Allen où il dit que les lumières étaient plus brighter, donc plus éclairées que prévu. Mais en fait, c'est des problèmes pour moi. Enfin, c'est pas une question d'inexpérience, c'est que les Knicks ont su appuyer sur certains défauts tactiques des Cavs. Je trouve que parfois, à avancer l'argument de l'inexpérience, c'est un peu un porte-à-faux ou un paratonnerre pour cacher certains défauts dans le jeu. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu plus réticent, on va dire. Au niveau du Thunder, pour moi, la principale faiblesse, je vais le dire très honnêtement, c'est Josh Giddey. Ce qui, pour moi, le Thunder, c'est un peu... attention, alors, si vous regardez pas forcément les matchs du Thunder, vous regardez les stats bruts de Josh Giddey, vous vous dites, bon, c'est pas mal, il est carriera, il y a 3 points. Notamment, c'est on-off. Voilà, il fait... Ouais, alors, regardez pas les on-off de Josh Giddey parce que là, pour le coup, ça va être très difficile. Non, mais je trouve que la problématique, c'est Josh Giddey, au-delà de l'aspect hors terrain, où faudra peut-être qu'on ait une réponse à un moment sur l'enquête de la NBA. C'est un joueur qui parasite trop, en fait. C'est que l'an dernier, il avait été bon, sans Chet Holmgren, et là, avec l'ajout de Chet Holmgren, bah, tu te rends compte qu'en fait, il colle plus avec le trio de Shea, de Jalen Williams et de Chet Holmgren, parce qu'il apporte pas de spacing, parce qu'il a besoin de la balle pour exister, et que défensivement, même si c'est un peu mieux, il est beaucoup ciblé sur du switch. Donc, dans une équipe où t'as Shea qui tire pas, Lou Dort qui est un peu plus inconstant à 3 points, même si cette année il s'est amélioré, je pense qu'un joueur de la trempe de Josh Giddey n'est pas suffisamment fort ou te pose beaucoup trop problématiques, comme peut proposer certaines problématiques Rudy Gobert en attaque, à des degrés et à des variances différentes sur des détails différents. Je pense que Josh Giddey, est-ce qu'il peut empêcher le Thunder, est-ce qu'il peut freiner le Thunder d'être une équipe contender, et en playoff, moment de lien faible, comme le dit souvent Ben, j'ai peur que Josh Giddey soit un lien très très faible pour OKC. Mais c'était prévu, hein, enfin entre guillemets, parce que du coup, moi, je m'attendais peut-être à pire. J'étais très pessimiste sur son rôle parce que justement, il pouvait pas avoir le rôle qu'il a eu auparavant, clairement dans cette version de cette année, sachant qu'en plus OKC avait encore une fois drafté, donc fallait encore faire de la place, du coup, au sein de l'effectif. Moi, je pense que l'avenir, c'est que moi, j'aimais bien l'idée comme quoi il sortait du starting five et qui commençait à aider à mettre du lien sur la seconde unité, parce que moi, je déteste pas ses capacités de playmaking, je déteste pas forcément tout ce qu'il fait cette saison. C'est juste que là, on lui demande un rôle qui est moins grand. Et du coup, en fait, faut peut-être retailler sur moins de minutes le même costume. Ça peut être l'idée.
Ça peut être l'idée. Après, tout dépend de qui tu fais starter si jamais tu venais à remplacer Josh Giddey, tout dépend de qui tu remplaces dans le starting five parce que les minutes où c'est justement, comme j'ai dit, chez plus le banc, l'association chez Gilgeous-Alexander, Isaiah Joe, elle est létale. C'est-à-dire qu'il y a un two-man game qui est exceptionnel et tu n'as pas envie en fait de te priver de ces minutes-là. Donc si tu fais débuter Isaiah Joe, du coup, bingo. Si tu fais starter Cason Wallace, ce qui est souvent le cas quand il y a des absents, et là, pour le coup, ça peut entacher un peu ce stretch où vraiment OKC est très fort sur ces passages-là. Même si 5 majeurs avec Chet Holmgren et Shea a des très bons net ratings quand les deux sont sur le parquet. Moins quand Shea est sur le banc et quand Chet est sur le parquet. Mais ouais, c'est le cas de Josh Giddey est difficile. Je pense qu'il y aura une vraie question à se poser l'été prochain ou cet été, parce qu'il sera en fin de 3e année, donc il y aura des questions d'extension qui vont rentrer en compte. Et je pense que d'ici là, Sam Presti en a souvent parlé, c'est ne pas être trop pressé ou, j'ai pas la quote exacte, mais ne pas finir son breakfast. Enfin, vous retrouverez la quote. Et je pense qu'il est encore dans une période de jugement et que potentiellement, si tu pouvais avoir une série de playoffs qui pourrait arriver et qui pourrait pointer certaines limites, là, tu pourrais commencer à voir des décisions de la part de Sam Presti cet été. Mais avant ça, je pense pas. Je pense que ça restera comme ça. Madiane, je te coupe un peu, je suis obligé de couper un peu votre ping-pong, Madiane, parce qu'on va faire 2 heures sur Josh Giddey, ça va pas aller du tout, on va se faire engueuler par le chef, après on va faire 1h30, il nous reste encore des choses à dire. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir, je vous invite à aller suivre le We Are Thunder avec Constant, qui parle de ça tout le temps, cette problématique, elle reviendra, vous aurez l'occasion de voir l'évolution. Puis Madiane, tu te feras inviter si tu veux parler de Josh Giddey pendant une demi-heure, comme ça ira très très bien, mais forcément, voilà, Oklahoma City reviendra. Je veux 10 minutes de hors-terrain alors, Constant. Ah non, ne parle pas du hors-terrain avec moi. Ils sont déjà ingérables. Premier podcast de 2024, ils sont déjà ingérables. Mais on avait prévu quand même une dernière chose pour terminer un peu de ce podcast. Pardon, voilà, j'arrive même plus à parler, mais je voulais prendre quand même quelques minutes pour qu'on en parle, parce que c'est toi qui l'avais d'ailleurs évoqué, Constant, c'est qu'il y a un parallèle plutôt intéressant entre le Thunder et les Wolves, qui était sur ces deux équipes qui ont alors une construction, c'est un grand mot parce que la façon dont elle a été faite est un peu différente, mais qui sont basées en tout cas sur un go-to-guy, disons, je vais l'appeler comme ça, mais on pourra peut-être préciser, donc Shea d'un côté, Ant de l'autre, et ensuite pléthore de bons joueurs, voire très bons joueurs, et un modèle qui contraste peut-être un petit peu avec le plus classique top heavy, je vais l'appeler comme ça, qui pourrait être le modèle comme celui des Lakers ou des Suns, donc basé sur 2-3 très gros stars, et peut-être derrière pléthore de joueurs de moins bon calibre, sans vouloir leur faire offense. Les Wolves ont ce modèle, mais pour la structure salariale. Oui, ça c'est une autre problématique. Là, je parlais plutôt terrain, en effet. Mais du coup, voilà, la question qu'on pouvait se poser pour conclure un peu ce podcast et de se parler entre ces équipes, c'est est-ce que justement, est-ce qu'on peut potentiellement construire une équipe titrable là-dessus, parce qu'on a déjà émis des réserves. Est-ce que c'est qu'une question de temps, ou est-ce que c'est une question autour du modèle qu'on doit se poser? Constant, je t'en prie. Je pense que les réponses sont différentes en fonction des deux équipes. Alors là, pour le coup, vraiment, j'essaye d'être le plus objectif possible, mais ma réponse va pas sonner du tout comme objective. Je pense que le Thunder a plus de chances d'être contender que les Wolves. Je vais me faire taper dessus. J'ai la même. Mais je pense que, en fait, reprenez le podcast sur la fenêtre de titre. Que ce soit la V1 il y a de ça un an ou la V2 qui a été fait cet été, il te faut un joueur top 5, top 6 du DH20 pour être dans ces niveaux-là. Je ne dis pas que chez Gilgeous-Alexander l'est. On fera le DH20. C'est probablement un joueur qui va être très difficile à classer chez l'été prochain. Mais OKC, selon moi, OKC peut avoir ce joueur. Là où les Wolves, je dis pas que Anthony Edwards n'est pas ce joueur, parce que il est quand même plus jeune que Shea, il a 22 ans, il me semble. C'est un joueur de 4e année qui va être 2 fois All-Star. Faut pas non plus faire passer Anthony Edwards pour ce qu'il n'est pas, enfin pas pour un mauvais joueur. Mais on est sur, en fait, ce que je trouve plus intéressant vis-à-vis de Casey que les Wolves, c'est que, Madiane, on en a un peu parlé sur le côté salarial, les Wolves ont déjà abattu toutes leurs cartes. C'est-à-dire que ils ont plus de flexibilité en termes de pick de draft. Ils ont plus de flexibilité financière parce qu'ils ont prolongé Jaden McDaniels et Naz Reid quoi qu'il en coûte. Il y a Mike Conley qui est vieillissant. Il y a Kyle Anderson qui est vieillissant. Il y a Rudy Gobert qui est vieillissant. En fait, ils ont une fenêtre qui est très courte. Ils ont une fenêtre, si elle est ouverte en plus, ils ont une fenêtre qui est de 2-3 ans parce que Gobert va baisser
parce que Kyle Anderson, Mike Conley, qui sont des joueurs importants, peuvent soit partir cet été, soit connaître une baisse de niveau basketballistique. Là, OKC a de la marge salariale pendant 2 ans avant que les extensions rookies de Chet Holmgren et Jalen Williams arrivent. Pléthore de pics de draft, bon ça pour le coup on va pas en parler 150 fois, mais ouais je pense que OKC, de par le fait que tu as un joueur comme Shai Gilgeous-Alexander, tu as un joueur comme Chet Holmgren qui selon moi est beaucoup plus complémentaire en attaque que le duo Anthony Edwards, Rudy Gobert, et qui pose moins de problématiques ce duo-là en attaque que celui des Wolves. Je pense que OKC, je dis pas que OKC sera contender un jour, je l'espère en tout cas, mais a peut-être plus de chances. Les deux pourront peut-être être contender. Et juste conclure sur le côté surprise, d'avoir une rotation plus importante. Attention quand même à pas se faire piéger. Je pense, pour moi, c'est des problèmes. Enfin, c'est des choses qui ressortent en saison régulière. J'attends quand même de voir en playoff parce qu'il y a un peu le syndrome Warriors-Lakers de l'an dernier, où je me dis, t'as 2 équipes qui galèrent sur une saison régulière avec du star power. Et en fait, en playoff, ça passe parce qu'ils pointent certaines difficultés dans le jeu de ces 2 équipes. Je pense qu'on est dans une ère malgré tout qui est en train d'évoluer, où la construction du star power avec 3 joueurs rayonnants en attaque et des role players autour est peut-être en train de pointer un peu le bout de la fin, avec des joueurs qui ont besoin d'être meilleurs en attaque pour que ça fonctionne, ou qui sont capables de faire plus de choses en attaque pour que ça fonctionne, mais quand même attendre une espèce de validation en playoff que t'as pas encore eu. Et je conclurai juste en disant que le star power plus la profondeur de banc plus les replayers de qualité, il y a une équipe qui a ça, allez, peut-être 2 équipes, mais il y en a surtout une qui a ça dans la conférence Ouest. Il s'agit d'une franchise de Los Angeles et c'est pas les Lakers. Ah, on a eu le plaidoyer de Constant sur ces différents modèles. Madiane, je t'en prie, à ton tour. Je serai sans doute plus court, mais globalement, les Wolves, pour moi, c'est cette année ou jamais. C'est-à-dire que le modèle Wolves est là pour gagner cette année ou ne jamais gagner. Et comme je pense déjà que cette année, ils sont pas armés pour gagner, parce que ce genre de construction d'effectifs, c'est du jazz, c'est très très bien pour de la saison régulière, mais les limitations, c'est-à-dire que les solutions défensives qu'ils ont se font systématiquement exposer, parce que quand tu as le temps de t'adapter, tu peux aller emmerder par exemple un Rudy Gobert, casser et exploiter les faiblesses d'un Karl Anthony Towns. C'est toujours, t'as besoin de temps et de tout faire pour te focaliser sur cette équipe, et du coup tu n'as pas le temps de le faire en saison régulière. En playoff, à chaque fois les solutions elles finissent par être trouvées. Et offensivement, c'est beaucoup trop limité pour espérer quoi que ce soit. Et ben pareil, la tête forte, elle y est pas. Et le joueur qui te prend en main le match et qui te fait gagner 1 ou 2 matchs supplémentaires sur la série parce qu'il est le plus fort et que c'est le meilleur joueur sur le parquet, ce sera jamais un joueur des Wolves. Peu importe la série à l'Ouest, quasiment. Quand est-ce que les Wolves ont le meilleur joueur sur le parquet? Aucun, parce que après c'est Denver, Clippers, Dallas. Pels, ça peut se discuter. Allez, Pels. Voilà, Après, vous voyez à quel point c'est compliqué de se dire. Sur un match, ça peut être quand tu joues les Kings, quand tu joues, même si quand tu joues les Lakers qui commencent à tousser, comme ça. Bon, on passe sur la deuxième partie de tableau à l'Ouest. Je suis bien d'accord avec vous, mais ça peut arriver. Ouais, voilà. On commence déjà à tousser alors qu'on parle que d'un premier tour. Si pour gagner le titre, faut aller jusqu'en finale NBA. Donc, à partir des demi de conf, tu ne l'auras jamais le meilleur joueur sur le terrain. Donc, de toute façon, la fenêtre de titre, pour moi, est pas ouverte parce que t'as forcément cette barrière à l'entrée que tu franchis pas. Le péage, il coûte trop cher. Et après, du côté du coup du Thunder, c'est une équipe où il faudra juste faire attention à pas s'enfermer dans une double timeline. Il y a quand même encore beaucoup de joueurs à développer. Il y a des choix à faire et en fait, il y a une tentation qui va exister de se dire, est-ce que je prends pas quelqu'un d'externe à l'équipe avant que j'ai mes contrats à renouveler? Et c'est ça le vrai dilemme, c'est si j'y vais maintenant, j'ai du cap. Si j'attends que mes rookies
aient le temps que mes joueurs que j'ai draftés aient le temps de se développer, etc., je n'ai plus de possibilité de prendre quelqu'un en plus de l'extérieur. Et ça va être tout ça qui va être très compliqué à gérer parce que ça a l'air d'être une position simple. C'est la position où je pense tu ne sais pas où tu vas. Donc, le Thunder n'est pas contender parce que il y a quand même, ça demande à être vu en playoff, ça demande à voir. Ça peut peut-être passer un tour, ça je dis pas. Ça peut peut-être faire un miracle run en fonction de où est-ce que t'es dans le tableau, qui t'a affronté en demi. Tu peux peut-être, sur un malentendu, arriver en finale de conf, mais passer ça, tu bats aucune des grosses équipes à l'Ouest sur une série de 7 matchs, hors blessure évidemment. Et t'as des limitations, t'as des questions dans l'effectif encore à régler. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on rend cette équipe contender? Et ça, c'est un sujet entier de comment tu te développes et comment tu te projettes. Et ça, par contre, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que même moi, je saurais pas trop mettre à la place du front office du Thunder, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attendre de voir comment ça tourne cette saison pour prendre ensuite des grandes décisions à l'été. J'ai envie de te dire, c'est un métier, general manager, mais vous l'avez bien précisé. D'ailleurs, heureusement que tu as fait plus court que Constant, je suis même pas sûr, il faudrait lancer le chrono. Mais oui, pour terminer là-dessus, je suis assez d'accord. C'est ça, le point central quand même de tout ça, et vous l'avez dit, c'est cette fameuse théorie, mais qui semble souvent se vérifier, du meilleur joueur sur le terrain. Alors peut-être qu'il y a plus de chances, notamment parce que Shai a plus montré pour l'instant qu'il soit le meilleur joueur d'un match, et donc c'est peut-être la petite avance qu'a le Thunder, mais globalement quand même, c'est aussi un peu le défi de ces types d'équipes par rapport à l'autre, ce que je disais tout à l'heure, plus top heavy, c'est peut-être de prouver qu'on peut faire sans. Alors pourquoi pas, voilà, c'est la question. Mais on aura l'occasion de voir ça au fur et à mesure, peut-être de revenir sur les choix qui vont être faits d'ici à la saison, mais justement pour pas trop se faire taper sur les doigts. On va conclure ce podcast, même si j'imagine qu'il y a encore plein de choses à dire. J'ai dû écourter pour tout le monde autour du Thunder, mais même pour les Wolves, on a fait assez court. Je me suis dit, je vais arrêter les Wolves assez court pour que le Thunder en ait du temps. Voilà ce qui s'est passé. En tout cas, voilà, on a pu dire plein de choses. Donc, merci à vous, messieurs. Merci évidemment à nos auditeurs, nos auditrices. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être avec nous pour cette année 2024 qui démarre maintenant. Et d'ailleurs, si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, vous êtes les bienvenus évidemment. Dunk Hebdo, c'est toutes les semaines sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Donc, peu importe votre support favori, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous y retrouver. Une nouvelle fois, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci Madiane, merci Constant. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Salut!